Alors, il me fait plaisir de vous présenter Josette Saint-Amour-Blais qui va présider ce dernier panel. Josette fait son doctorat avec moi en droit, donc sur l'application de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, donc le droit de gagner sa vie au Canada. Et elle a également pratiqué pendant de nombreuses années en droit de l'immigration. Alors, Josette a vraiment un profil absolument extraordinaire pour bien mettre les deux mondes ensemble, autant le monde de l'immigration que celui de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Alors, sur ce, Josette. Merci, bonjour. Donc, bienvenue à ce 5e atelier qui s'intitule « Recours juridique, droit à l'égalité ». Et ça me fait plaisir de vous présenter officiellement Geneviève Saint-Laurent, qui est non seulement la coordonnatrice de la conférence, mais qui est également détentrice d'un doctorat en droit de l'Université Laval et en droit public d'Aix-Marseille Université. Madame Saint-Laurent est actuellement chargée de cours et chercheuse postdoctorante à la faculté de droit de l'Université de Montréal et elle est aussi coordonnatrice du partenariat Paprika. Donc, Geneviève. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du recours en vertu du droit à l'égalité des professionnels formés à l'étranger devant les tribunaux canadiens. Donc, il n'y a pas de... donc, je finis mon titre, pistes et impasses. Donc, il n'y a pas vraiment eu de dossier devant les tribunaux québécois où des professionnels formés à l'étranger auraient introduit un recours en discrimination contre leur ordre professionnel se plaignant des mesures compensatoires ou qui leur sont imposées ou de la procédure d'admission. Par contre, et c'est dans le cadre de notre travail de recherche, que je mène en collaboration avec Frédéric Doucet là-dessus, on a fait une revue de la jurisprudence canadienne, donc devant les tribunaux des autres provinces, et de tous les recours qui ont pu être exercés en vertu du droit à l'égalité qui est protégé soit par une loi de protection des droits de la personne provinciale, soit en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, je vais vous parler, dans les grandes lignes, je n'ai que 15 minutes, des principales décisions et des pistes que ça suggère pour l'efficacité potentielle du recours juridique qui est offert par le droit à l'égalité pour les professionnels formés à l'étranger. Est-ce que c'est un outil intéressant? Est-ce que potentiellement ça peut faciliter l'admission dans les ordres, faire évoluer le droit? Donc, je pense qu'on peut vraiment dire à l'analyse de la jurisprudence que c'est un bilan mitigé pour l'instant pour les professionnels formés à l'étranger sur cet axe-là, juste du recours en vertu du droit à l'égalité. Sur une dizaine de décisions, il y en a seulement 3 où les PFE, professionnels formés à l'étranger, ont eu gain de cause. Mais on peut s'interroger déjà, ces 3 décisions-là nous disent des choses intéressantes. Et les autres décisions, quand on les analyse un petit peu plus en profondeur, on se rend compte qu'elles sont peut-être plus complètement pertinentes. Il y a des décisions un peu anciennes qui ne tiennent pas compte du cadre juridique établi aujourd'hui par la Cour suprême canadienne sur ce qu'est le droit à l'égalité. Donc, ça va nous permettre de mettre ensemble, je vais commencer par ça, faire une espèce de petite introduction sur les différents types de discrimination. Parce qu'au Canada, le droit à l'égalité protège, la Cour suprême nous a dit, c'est avant tout un droit à la non-discrimination. Donc, dans ce droit à la non-discrimination, sont interdites les pratiques de discrimination directe, de discrimination indirecte et discrimination systémique. Des concepts assez différents et avec lesquels on n'est pas toujours familier, que je vais regarder d'abord avec vous. Donc, ça nous permet une petite introduction en matière. La discrimination directe, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le type de discrimination auquel vous pensez spontanément. C'est-à-dire, on a refusé de louer un appartement à quelqu'un parce qu'il est noir. On refuse de fournir un service d'organisation de mariage à quelqu'un parce qu'il est homosexuel. Ce genre de situation-là, où on pointe quelqu'un du droit en raison de ses caractéristiques personnelles. La discrimination indirecte, elle, voyez mon petit schéma que j'aime bien montrer à mes étudiants, voyez que c'est l'idée, en fait, qu'on s'est rendu compte, et c'est vraiment ce que nous dit la Cour suprême dans son arrêt Andrews et qu'elle répète depuis, mais les cours ont du mal à suivre, depuis même la Cour d'appel du Québec n'est pas complètement au fait de la discrimination indirecte. Enfin,
Et donc, c'est l'idée que dans la première idée de l'égalité, c'est l'égalité formelle. On traite tout le monde pareil, donc il n'y a pas de discrimination. Mais on se rend compte que, dans certains cas, si on traite tout le monde de la même façon, en raison de leurs caractéristiques personnelles, ça a un effet discriminatoire. Ça peut avoir un effet préjudiciable, ça peut être un fardeau supplémentaire, ça peut être un préjudice particulier. Bon. Vous voyez, donc, dans cet exemple-là, on a traité tout le monde de la même façon. Vous avez droit à une caisse pour vous aider à cueillir ces fruits. Visiblement, les gens de plus petite taille sont clairement défavorisés. Donc, ce qui serait plus équitable, donc ce qui serait d'une égalité substantielle, nous dit la Cour suprême, ça serait de tenir compte de ces difficultés-là et de trouver un accommodement raisonnable pour essayer de compenser ce préjudice-là. L'accommodement raisonnable, évidemment, n'étant pas, la limite étant que ça ne doit pas devenir un fardeau excessif. Donc, je ne peux pas donner toutes mes boîtes à la même personne pour qu'elle puisse atteindre ses fruits. Bon. Donc, c'était très synthétisé toute la jurisprudence de la Cour suprême sur la question. Mais, donc, vous comprenez que la discrimination indirecte, c'est vraiment une discrimination qui résulte de l'effet non écrit, voire complètement imprévu. Donc, il faut bien le comprendre, ça peut être une norme adoptée en toute bonne foi, qui se veut égalitaire, mais dont on se rend compte à l'usage qu'elle a des effets discriminatoires. Donc, pour s'assurer qu'on n'est pas dans un cas de discrimination indirecte, il va falloir analyser le texte de la loi ou du règlement quand on parle des procédures d'admission, en tenant compte de l'ensemble du contexte. Donc, ça inclut les caractéristiques et la situation concrète des demandeurs, et il faut vraiment évaluer les effets indirects réels de la mesure contestée sur le groupe dont ils font partie. La discrimination systémique, elle, peut être à la fois l'accumulation de discrimination, on va dire, directe et indirecte. Et c'est plutôt le résultat d'un ensemble complexe de pratiques discriminatoires, soit-elles directes ou indirectes, et chacune des pratiques prises isolément ne serait pas forcément un cas de discrimination. C'est vraiment l'accumulation, la conjonction des facteurs qui va éventuellement avoir un effet préjudiciable. C'est donc pour ça qu'on parle de discrimination systémique, puisqu'on la considère érigée en système. Ça devient un peu invisible, c'est dans la structure même de la norme. Donc, je termine sur cette introduction-là avec la définition donnée par la Cour suprême dans l'affaire CN contre Canada, qui est mieux connue sous le nom de Action Travail des femmes. Il nous dit que la discrimination systémique en matière d'emploi, c'est celle qui résulte simplement de l'application des méthodes établies de recrutement, d'embauche et de promotion, dont ni l'une ni l'autre n'a été nécessairement conçue pour promouvoir la discrimination. La discrimination est alors renforcée par l'exclusion même du groupe désavantagé, du fait que l'exclusion favorise la conviction, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe, qu'elle résulte des forces naturelles, par exemple du fait que les femmes ne peuvent tout simplement pas faire le travail. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec les professionnels formés à l'étranger là-dessus, où, de manière inconsciente, leur exclusion, le fait qu'ils soient peu représentés, on l'a vu avec les chiffres encore ce matin, présentés par Mme Bégri, le fait qu'ils soient peu présents, mais ça renforce cette idée, même chez eux parfois, ça renforce l'idée qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires, que leur diplôme, leur identité éducationnelle, pour revenir sur un autre terme qui a été abordé hier, n'est pas conforme à la nature de la profession ici. Donc, il y a des contraintes systémiques de ce côté-là. Je reviens donc à la jurisprudence canadienne. Donc, je passe sur le fardeau de preuve. Donc, la liste des décisions où il n'y a pas eu de conclusion de discrimination. Je souligne que les deux premières, rendues en 86 et en 89, sont clairement incompatibles aujourd'hui avec le cadre juridique de la discrimination indirecte. Ils ne tiennent absolument pas compte du fait qu'il peut y avoir un effet préjudiciable. Ils cherchaient une discrimination directe. La troisième, Niesanski, voyez que c'était contre l'Université de Toronto. Donc souvent, il y a eu des recours aussi tentés contre les universités, contre les ministères de la Santé, par exemple, aussi. On va voir tout à l'heure avec Bitonti, où on va contester, là, dans ce cas-là, c'était l'accès aux places de stage, donc qui était considéré vraiment plus difficile pour les professionnels formés à l'étranger. Durakovic, qui était, si je me rappelle bien, contre les architectes, c'était une affaire où, en fait, un professionnel formé à l'étranger était soumis à des frais d'admission beaucoup plus élevés, puisqu'évidemment, son évaluation de diplôme était plus complexe et prenait plus de temps, plus de traitement, des ressources de l'ordre. Donc, assez logiquement, ça n'a pas été considéré un cas de discrimination.
l'affaire Fazli, je passe rapidement, et je vais vous parler un petit peu plus de l'affaire Miali, qui a été rendue récemment en Colombie-Britannique, parce que c'est une décision où il n'y a pas eu de conclusion de discrimination. En fait, il y a eu une première affaire devant le tribunal des droits de la personne de l'Alberta, où on a conclu qu'il y avait discrimination prima facie. Donc, à première vue, on considère qu'il y a discrimination, et ensuite, il y a une défense de justification qui est offerte à l'ordre professionnel. Et dans cette défense de justification-là, en première instance, on a jugé que c'était pas suffisant, et le juge est allé très loin, même, il proposait là, toute une liste de mesures, et il a réécrit des procédures d'admission dans l'ordre professionnel. Là. Il s'est fait plaisir. Et donc, le juge de cour supérieure, elle a dit oui, et c'est là où c'est intéressant. Donc, on a vraiment un jugement d'une cour supérieure qui nous dit le simple fait de soumettre les professionnels à une procédure des examens confirmatoires, donc là, on faisait passer des examens pour s'assurer de la compétence de la personne, c'est en soi une barrière, c'est en soi un fardeau. Et c'est donc une discrimination à première vue. S'ensuit alors la défense de justification, et pour la juge de la Cour supérieure, qui s'appelle le Queen Bench en Alberta, pour cette juge-là, elle a trouvé clairement que le juge de première instance était allé beaucoup trop loin, et donc elle lui a dit, non, mais ils ont fait ce qu'il fallait, c'est difficile d'évaluer, on va laisser le champ libre à l'ordre professionnel. Donc, les deux autres décisions où il y a eu conclusion de discrimination, bon, celle dont je vous parle, c'est une conclusion partielle, mais il y a eu l'affaire, les trois autres, donc Brar, qui était contre les vétérinaires en Colombie-Britannique, et c'est une affaire un peu particulière où là, on est plus dans la discrimination directe et systémique, où il y a vraiment eu là, un conflit très particulier entre l'ordre et un groupe de vétérinaires d'origine indo-pakistanaise. Et l'arrêt Andrews, donc, qui lui portait sur la citoyenneté, on en a parlé un petit peu hier. L'arrêt Bitonti est aussi très intéressant parce que c'est vraiment le dossier là, qui date de 1999 où on a c'est un recours en discrimination contre l'ordre, contre l'hôpital et contre l'université, qui des médecins formés à l'étranger qui avaient du mal à obtenir des places de stage. Seul l'ordre a été condamné. Parce que vous comprenez que dans un recours en vertu du droit à l'égalité, il faut faire un recours contre chaque personne, contre chaque individu, chaque groupe, et donc chaque organisation plutôt. Et à chaque fois, le juge évalue est-ce que j'ai une preuve suffisante? Est-ce que j'ai une discrimination prima facie? Est-ce que j'ai une justification? Et donc, dans cette affaire-là, dans Bitonti, seul l'ordre avait été condamné, le fardeau de preuve avait été suffisant seulement pour eux. Ils ont été condamnés, je crois, à verser près de 200 000 aux plaignants. Donc, pour l'instant, nos pistes de réflexion. On peut voir, là, quand on fait l'analyse de ce recours en droit à l'égalité, qu'en soi, démontrer la discrimination prima facie est peut-être pas si difficile que ça, parce qu'il y a toute cette question, comme je vous disais, de l'effet préjudiciable qu'il faut prendre en compte. Les affaires Niedzianski, Bitonti et Miali ont aussi considéré que le fait de discriminer, en fait, la discrimination n'est pas liée vraiment à l'origine de la personne. C'est pas parce qu'elle vient du Kenya ou, bon, n'importe où que c'est... Mais ils ont trouvé qu'il y a tellement une corrélation forte entre le lieu où on obtient généralement notre diplôme et le lieu d'où on vient que c'est considéré comme une atteinte fondée sur le lieu d'origine, qui est en soi un motif prohibé par toutes les lois de protection des droits et libertés de la personne au Canada. Et sur notre défense de justification, il y a des constats aussi qui peuvent se tirer de toute cette analyse-là. Toutes les décisions reconnaissent une chose très importante, qu'il est essentiel de s'assurer de la compétence des professionnels formels étrangers au nom de la mission de sécurité du public dont sont détenteurs tous les ordres professionnels et associations professionnelles au Canada. Un arrêt Green, dont Frédéric va parler tout à l'heure davantage, je pense, donc je passe rapidement, mais qui est très récent et de la Cour suprême, qui porte sur autre chose complètement, mais qui parle quand même de la mission des ordres professionnels et qui vient nous dire que c'est à l'ordre d'évaluer lui-même ce qui est nécessaire à la mission d'intérêt public. C'est à lui de définir sa vision de l'intérêt public, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comporte dans son mandat. Par contre, et c'est un des enseignements de l'affaire Bitonti, et c'est assez cohérent avec ce que la jurisprudence de la Cour suprême, surtout en droit administratif, le processus choisi pour l'évaluation des compétences doit offrir une vraie opportunité aux professionnels formés à l'étranger de démontrer leur mérite
et l'équivalence de leurs compétences. Donc, il faut choisir des mesures adaptées et éventuellement, c'est le choix de ces mesures-là qui seront amenées à justifier dans cette défense de justification dont je vous parlais. Voilà. Il nous reste quelques questions en suspens, je conclus rapidement. La jurisprudence ne nous permet pas de savoir c'est quoi les conditions et les mesures compensatoires qui pourraient être vraiment considérées comme une discrimination prima facie. Dans l'affaire Fazli, par exemple, des dentistes, qui impliquait des dentistes, le monsieur est d'origine, je crois, afghane. L'anglais est sa deuxième, voire sa troisième langue. Il se débrouille assez bien. Par contre, dans le processus, il doit faire un examen, un questionnaire à choix multiples qui dure 6 heures. Et il y a eu toute une discussion, visiblement, là, devant le tribunal, à savoir est-ce qu'en soi, c'est une barrière ou pas. C'est pas tout à fait tranché, mais bon, on peut penser, vu l'affaire Miali, que ça serait le genre de mesure litigieuse, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que ça ne serait pas justifiable. Vous comprenez bien que tout le débat après de dire c'est justifié, cette mesure-là s'impose parce que... Voilà. Même chose pour la question de l'expérience canadienne. On a un rapport de la Commission des droits de l'Ontario qui nous dit que c'est plutôt difficile à justifier. On en a parlé récemment. Dans Miali, en première instance, ça avait été jugé discriminatoire. Devant la juge de la Cour supérieure, elle a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. Donc, c'est difficile de savoir lequel de ces mesures répondrait par ailleurs à la défense de justification. Et ça reste difficile comme recours pour les professionnels formés à l'étranger, le recours en droit à l'égalité, parce que souvent, il va falloir effectivement soumettre une preuve importante, une preuve statistique, qui va permettre de démontrer qu'ils sont traités plus mal que les autres ou que ça a un effet vraiment plus lourd sur eux, les procédures qui leur sont imposées. Donc, et dans certains jugements, là où je vous disais que certains tribunaux ne maîtrisent pas tout à fait les principes énoncés par la Cour suprême sur la discrimination indirecte, dans certains cas, on exige presque que les professionnels prouvent que l'ordre avait un biais ou des préjugés par rapport à leur diplôme, par rapport à leur lieu d'origine. Et ça, c'est clairement pas compatible aujourd'hui avec la jurisprudence de la Cour suprême, comme on peut le voir là, dans les décisions Québec contre A et Andrews. L'intention n'est pas importante pour démontrer la discrimination, pas, en tout cas, la discrimination indirecte. Elle va jouer éventuellement pour démontrer que s'il y a une intention, bien, ça va peut-être mener à une réparation plus importante parce qu'on va considérer que c'était intentionnel. Donc, ça peut donner lieu à des dommages et intérêts exemplaires. Mais sinon, c'est ce que je voulais que vous reteniez peut-être aujourd'hui, ce serait ça. C'est vraiment cette question que la discrimination systémique, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cette idée de la multiplicité des facteurs qui nous permettent, qui parfois vont constituer par leur effet cumulatif une barrière à l'intégration des professionnels formés à l'étranger. Mais le droit à l'égalité en tant qu'outil a ses limites et la difficulté, et c'est clairement révélé par l'affaire Bitonti, elle ne permet pas de prendre en compte, ce recours-là ne permet pas de prendre en compte la multiplicité des acteurs. Et comme l'a démontré l'affaire. Donc, une fois le recours terminé, la décision rendue, on peut se demander, est-ce que l'ordre professionnel a été condamné, mais est-ce que les barrières ont vraiment été levées pour les médecins en Colombie-Britannique? Pas forcément. Donc, je vous remercie de votre attention. Je cède la parole à mes collègues. Donc, je vais vous présenter donc Frédéric Doucet, qui est avocat au Tribunal des droits de la personne du Québec et aussi candidat au doctorat et à la faculté de droit ici à l'Université de Montréal. Et ses travaux sont financés par le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Donc, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui en tant que doctorant et non en tant qu'avocat au Tribunal des droits de la personne. Vu que le sujet dont je vais vous parler, c'est le sujet sur lequel je travaille dans mes recherches doctorales. Alors, juste pour vous présenter le plan un peu, je vais vous faire une brève mise en contexte et ensuite vous parler des deux grandes étapes du test de discrimination, la démonstration de discrimination à première vue, prima facie, et l'hypothèse de la justification réelle et raisonnable comme moyen de défense, et conclure par la suite. Rapidement sur le contexte, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis hier, l'accès à l'emploi des immigrants, il y a plusieurs obstacles. Et quand on parle de pression réglementée, un des obstacles principaux est la reconnaissance des qualifications par les ordres professionnels.
Le processus de reconnaissance peut mener à l'imposition par là de conditions d'accès dont le degré de contrainte va varier selon différents facteurs, dont la profession en cause, la procédure qui a été appliquée et le parcours du professionnel formé à l'étranger lui-même, que je vais appeler les PFE, pour simplifier les phrases par la suite. On l'a déjà soulevé à plusieurs reprises au cours du colloque, et on l'a soulevé juste à l'instant, l'impact des procédures de reconnaissance soulève la question du respect des droits fondamentaux des PFE. On a parlé du droit de gagner sa vie hier, et là on parle du droit à l'égalité aujourd'hui. On a aussi vu que la jurisprudence concernant la discrimination dans l'accès aux professions réglementées n'est pas particulièrement abondante. Et au Québec, on l'a dit, il n'y en a pas vraiment qui abordent la question en profondeur. Il y a quand même deux affaires qui traitent quelque peu la question que je trouve pertinente, et je voulais vous en parler brièvement. C'est les arrêts Forget contre Québec et Forgani contre Québec, un de la Cour suprême et un de la Cour d'appel. Donc, Forget contre Québec, cet arrêt portait sur l'action de savoir si l'obligation de réussir un examen de langue française pour obtenir un permis de pratique et qui était imposé aux personnes n'ayant pas complété 3 années d'enseignement post-primaire en langue française constituait de la discrimination fondée sur la langue. Cette affaire-là avait été intentée par une personne qui a été formée au Québec dans des institutions de langue anglaise. Donc, elle était soumise à l'exigence de passer un examen écrit et oral en français. Une autre chose qui est importante de comprendre dans cette affaire-là, c'est que l'exigence elle-même de posséder une connaissance suffisante de la langue française, qui est imposée par la Charte de la langue française, cette exigence-là n'était pas contestée. Ce qu'on contestait, c'était vraiment le fait de devoir passer un examen et la distinction qui était faite pour les personnes qui avaient fait 3 ans de scolarité post-primaire en français et ceux qui n'en avaient pas. Alors, dans cette décision-là, la Cour suprême a dit que bien que le règlement crée une distinction fondée sur la langue, le règlement établissait des distinctions pour tenir compte du bagage linguistique des postulants et permettait donc de tenir compte de la diversité linguistique des candidats qui ne possèdent pas tous la même capacité de parler la langue française. La Cour a conclu que le règlement n'était pas discriminatoire à première vue et au contraire que ce règlement favorisait l'accès à la profession tout en respectant les exigences de la loi qui n'étaient pas contestées en l'espèce. En ce qui concerne la deuxième affaire, l'arrêt Forgani, cette affaire-là, c'était un professionnel formé à l'étranger qui contestait l'obligation qui était imposée dans le cadre d'un programme spécial d'internat pour les médecins diplômés à l'étranger, qui leur imposait de pratiquer la médecine dans une région désignée par le ministre pendant 4 ans. La Cour d'appel, elle a dit que, bien que la loi distingue les individus selon l'origine de leur diplôme, elle n'engendrait pas de préjudice. En effet, la distinction avait pour effet de permettre aux professionnels formés à l'étranger de profiter d'un accès élargi à la profession parce qu'ils étaient dispensés de refaire des études de médecine et aussi ça leur permettait d'accéder plus rapidement à des postes d'internat. Ils n'avaient donc pas besoin de faire la compétition avec les médecins formés au Québec dans l'accès aux stages et aux internats. Le programme permettait donc aux professionnels formés à l'étranger d'exercer la profession avec une rémunération et des conditions identiques aux médecins québécois. Alors, moi, la question que je me pose et dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'en est si un recours est intenté aujourd'hui au Québec en matière de droit à l'égalité dans l'accès à une profession réglementée. Parce que depuis les décisions dont je vous ai parlé, le droit a évolué. Et quel est donc maintenant, à l'heure actuelle, le cadre juridique qui s'applique? Quelles seraient les difficultés rencontrées par les professionnels formés à l'étranger en demande et par les autres professionnels en défense? Quel est donc leur fardeau de preuve respectif? Je vous propose quelque chose de peut-être un peu plus pratique, tant pour chacun des deux aspects, les professionnels formés à l'étranger et les autres professionnels. On va analyser le tout sous l'angle de la Charte québécoise parce que la Charte québécoise prévoit explicitement qu'il est interdit de discriminer dans l'accès à une profession réglementée. Vous avez la disposition ici, je ne vais pas vous la lire. Parce qu'elle est relativement claire. Et bon, une chose qu'il faut comprendre avec la Charte québécoise, et ça c'est la même chose aussi pour les autres lois antidiscrimination, c'est que le cadre juridique prévoit 2 étapes. La démonstration d'une discrimination prima facie et la justification de l'atteinte. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je vais pas, mon but c'est pas de répondre à la question de savoir si les mécanismes de reconnaissance ou la façon dont ils sont appliqués sont discriminatoires, ni s'ils sont justifiés. Répondre à cette question implique de mener une enquête approfondie que je n'ai pas encore eu le temps de réaliser et que je compte faire dans le cours de ma thèse.
Alors, pour au niveau de la discrimination prima facie, la Charte québécoise, l'interdiction de discrimination générale est prévue à l'article 10, qui dit qu'il faut démontrer 3 éléments: une distinction, exclusion ou préférence, qui est fondée sur un motif prohibé, et enfin qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne. Et je ressouligne ce que Geneviève vient nous dire, l'intention de discriminer n'est pas requise, ce qui veut dire que une norme, une pratique ou une décision pourrait être discriminatoire, même si elle aurait été faite et adoptée de bonne foi. Alors, pour le premier élément, ça consiste à démontrer que la victime, que le président formé à l'étranger, dans le fond, a fait l'objet d'un traitement différencié. Et on a vu que depuis au moins 1988, dans l'arrêt Jaworski, la jurisprudence canadienne reconnaît que les présidents formés à l'étranger font l'objet d'une distinction dans l'accès aux professions réglementées. Geneviève vous a donné quelques exemples, je ne vais pas revenir là-dessus. En ce qui concerne le deuxième élément, le motif prohibé, les genres se corsent un petit peu. Alors, la façon de démontrer cet élément-là va varier selon la forme de discrimination. Donc, on a parlé de discrimination directe et indirecte. En cas de discrimination directe, il faut démontrer l'existence d'un lien direct entre le motif et le traitement, c'est-à-dire que le motif a contribué, de manière consciente ou non, aux décisions ou aux gestes reprochés. Quand on est en discrimination indirecte, il faut démontrer un effet préjudiciable à l'égard des membres du groupe protégé, c'est-à-dire que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l'effet préjudiciable. Bref, dans tous les cas, un professionnel qui s'estime victime de discrimination dans l'accès à une profession doit rattacher la distinction qu'il a subie à l'un des motifs énumérés à la Charte. En l'occurrence, vous en doutez, le motif pertinent, c'est celui de l'origine ethnique ou nationale, même s'il y a quelques difficultés. On l'a vu, la jurisprudence canadienne démontre que les distinctions envers les professionnels formés à l'étranger sont plus souvent qu'autrement fondées directement sur le lieu de formation ou le lieu d'études, et ça, c'est pas un motif interdit de discrimination. Néanmoins, on l'a dit, il y a un lien intrinsèque entre le lieu d'études ou de formation et l'origine ethnique ou nationale des individus, comme plusieurs affaires canadiennes l'ont établi. Et donc, l'origine ethnique ou nationale serait un facteur dans la manifestation de l'effet préjudiciable. D'ailleurs, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rendu un rapport sur les médecins diplômés hors du Canada et des États-Unis il y a quelques années, où elle constatait justement que dans la quasi-totalité des cas qu'elle avait analysés, les médecins formés à l'étranger avaient entrepris leur formation à l'intérieur des bassins géographiques où ils étaient nés. Une autre chose que Geneviève a mentionnée, c'est qu'il y a certaines difficultés relatives à la preuve de l'effet préjudiciable sur les membres d'un groupe protégé, et ces difficultés-là semblent être accentuées par une tendance, notamment à la Cour suprême ou à la Cour d'appel, d'être de plus en plus exigeante quant à la spécificité de la preuve en la matière. Je vous réfère aux arrêts Bombardier et notamment Tépotat. Enfin, le troisième élément en matière de discrimination prima facie, c'est de savoir si le demandeur a démontré un préjudice réel, c'est-à-dire que la distinction lui a été préjudiciable sur le plan matériel ou moral. Sur ce point, on l'a vu, l'affaire Miali va confirmer que le simple fait d'imposer des conditions différentes pour faire reconnaître les compétences professionnelles constitue un effet préjudiciable. Il y a aussi une particularité, et ça c'est propre à la Charte québécoise, c'est qu'il faut rattacher le traitement différencié à un secteur d'activité qui est énuméré à la Charte ou à un droit à une liberté garantie à même la Charte. Sur ce point-ci, je n'ai pas besoin de m'élaborer beaucoup. Le secteur d'activité pertinent est décrit à l'article 17 de la Charte, c'est l'admission à un ordre professionnel. Alors, une fois que ces trois éléments-là ont été établis, il y a un renversement du fardeau de preuve qui est fait, et il revient au défendeur, donc en l'occurrence, ce serait un ordre professionnel si on prend un cas hypothétique, qui devrait justifier le traitement différencié en s'appuyant sur un moyen de défense qui est prévu par la Charte québécoise. Selon la jurisprudence du Tribunal des droits de la personne, le moyen de défense applicable est celui de la justification réelle et raisonnable qui a été décrit dans l'arrêt Grissmer, bien qu'adapté au contexte québécois. Ce moyen de défense-là n'est pas explicitement prévu à la Charte, mais ça, c'est toute une autre question sur laquelle je compte me pencher plus tard et je ne vais pas vous parler aujourd'hui, c'est trop compliqué pour l'instant. Selon le moyen de défense donc, de la justification réelle et raisonnable qui a été appliquée par le Tribunal des droits de la personne, l'ordre professionnel devra démontrer deux éléments. Tout d'abord, que la norme a été adoptée dans un but ou un objectif rationnellement lié aux fonctions exercées par l'ordre. Et la deuxième chose, c'est que la norme est raisonnablement nécessaire à la réalisation du but ou de l'objectif,
en ce sens que le défendeur ne peut composer avec des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que cela ne lui impose une contrainte excessive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux éléments-là? Alors, le premier est relativement simple. Le premier critère implique l'identification d'un objectif légitime. En l'occurrence, c'est très clair, c'est la protection du public qui va entrer en jeu. C'est la mission première des ordres professionnels sur laquelle s'appuient les normes qui réglementent l'accès aux professions. Alors, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, ce ne sera pas une difficulté pour l'ordre professionnel. Le deuxième élément, par contre, est un peu plus complexe. Ça nécessite de se concentrer sur les moyens par lesquels l'ordre professionnel va tenter de réaliser son objectif de protection du public. Dans ce cadre-là, la Cour suprême rappelle que le défendeur n'a pas le droit d'établir des normes plus élevées que ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Il doit donc y avoir une atteinte minimale et aussi minimale que possible. Au terme de cet élément, le défendeur doit donc démontrer que sa norme est la plus inclusive possible. Et pour ce faire, il peut démontrer une des deux choses suivantes. Qu'il est impossible, dans tous les cas, pour une personne qui a les mêmes caractéristiques que le demandeur de répondre à l'objectif visé, ou deux, qu'il lui est impossible d'accommoder la personne sans subir de contraintes excessives. Alors, pour le premier point, la réponse à apporter à cette question va dépendre de ce qu'implique la protection du public. Comme on l'a dit, et je ne vais malheureusement pas aller plus dans les détails sur l'affaire, sur l'arrêt Green de la Cour suprême, l'interprétation de ce que veut dire la protection du public revient aux ordres professionnels. Et du même fait, le degré de compétence qui va être recherché par les professionnels va aussi dépendre de cette interprétation que fait l'ordre. Donc, comme Geneviève l'a indiqué, dans la décision Gichuru, le tribunal de droit de la personne de la Colombie-Britannique a conclu que la garantie de compétence qui est recherchée chez les professionnels dans cette affaire des avocats, elle ne peut pas être une garantie de compétence absolue d'exercer la profession. Il doit s'agir d'une garantie de compétence raisonnable. Alors, on peut jusqu'ici présumer, du moins jusqu'à la suivante, parce qu'il faut encore approfondir cette question-là, que ce que constitue une compétence raisonnable va dépendre du contexte qui est propre à la profession et de l'interprétation qui est donnée à l'objectif de protection du public par l'ordre. Dans les faits aussi, et compte tenu des parcours diversifiés des professionnels formés à l'étranger, il apparaît peu probable qu'un ordre professionnel soit en mesure de faire la démonstration qu'il est impossible dans tous les cas de composer avec une personne qui a été formée à l'étranger. Alors, ce qui nous amène au deuxième élément. Est-ce que cet objectif... Oui, okay, je vais faire ça rapidement. Est-ce qu'il est possible d'accommoder cette personne-là? Ça implique une évaluation individualisée pour décider s'il est possible d'accommoder le demandeur, et s'il en résulte une contrainte excessive. La distinction risque de varier si c'est un mécanisme traditionnel au cas par cas ou si c'est un mécanisme de reconnaissance mutuelle, parce que le mécanisme traditionnel au cas par cas c'est une évaluation individualisée qui est faite, alors que dans les mécanismes de reconnaissance mutuelle, ce n'est pas toujours le cas. Alors, sur la question de l'évaluation individualisée, il faut savoir que comme on en offre une, il faut qu'elle soit suffisante et que le résultat de cette décision-là, par rapport à la suite de l'évaluation individualisée, soit raisonnable. La jurisprudence nous apprend justement que, et ça, c'est inspiré de la jurisprudence en matière d'intégration scolaire, parce qu'il porte beaucoup sur les questions d'évaluation individualisée des enfants qui ont un handicap. La jurisprudence a justement dit qu'un tribunal va devoir examiner la conformité du processus et la raisonnabilité de la décision qui en a été prise. Il y a une seule chose qui aussi est établie dans la jurisprudence jusqu'à maintenant, c'est qu'il revient au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de l'action, mais je tiens à mettre un gros bémol là-dessus parce que la Commission des droits de la personne, elle a déposé une demande de pourvoi à la Cour suprême sur cette question-là notamment. Alors, est-ce que le fardeau de preuve de démontrer que la décision est déraisonnable et que le processus d'évaluation est pas conforme, est-ce que ça revient au demandeur ou au défendeur? Bien, il faut falloir savoir si la Cour suprême va décider de renverser la décision de la Cour d'appel sur cette question. Donc, en conclusion, le cadre juridique québécois présente d'importantes similitudes avec les lois anti-discrimination des autres provinces canadiennes et il peut y avoir une certaine avenue quand même prometteuse si on suit aux dernières décisions qui ont été rendues au Canada.
On l'a vu, les évolutions récentes démontrent que, malgré certaines difficultés, les professionnels formés à l'étranger sont en mesure de faire valoir que les mécanismes de reconnaissance peuvent être discriminatoires, et ce, malgré la bonne volonté des ordres professionnels d'établir des processus respectueux des droits des professionnels formés à l'étranger. La compréhension du cadre juridique de la Carte québécoise est donc fondamentale pour les ordres professionnels parce qu'ils ont l'obligation de garantir le droit à l'égalité tout en assurant la protection du public. Les ordres doivent être en mesure de justifier le traitement différencié en démontrant que les normes de reconnaissance adoptées sont raisonnablement nécessaires pour atteindre la protection du public. Et dans ce cas-là, le droit positif nous enseigne que les ordres doivent offrir aux professionnels formés à l'étranger la possibilité de démontrer qu'ils sont capables d'accéder à la profession, de démontrer leur qualification. Et il faut aussi retenir, et ça c'est un point sur lequel je voulais insister, l'évaluation individualisée doit être adéquate et suffisante, et la décision qui en résulte doit être raisonnable. Autrement, la norme d'égalité prescrite par la Charte québécoise n'aura pas été respectée. Sur ce dernier point, je vous invite à consulter le rapport du commissaire à l'admission aux professions qu'il a rendu public en janvier dernier, parce que dans ce rapport-là, il soulève certaines difficultés qui sont relatives aux évaluations individuelles, en lien notamment avec la composition des comités d'évaluation, les pratiques de ces comités-là, la formation du personnel de l'admission et les outils d'évaluation. Pour mon dernier mot, c'était de dire que la loi 98 qui a été adoptée au début du mois est susceptible de répondre à certaines de ces préoccupations-là, notamment celles relatives à la formation. Je vous remercie. Alors, merci Frédéric. Je présente maintenant Maître Karine Jolicoeur Delvolvé, pardon. Elle était avocate au barreau de Paris et de Bruxelles. Elle est maintenant avocate au barreau du Québec et elle est co-directrice avec Mme Houle de la clinique juridique Profil pour les professionnels immigrants formés à l'étranger de l'Université de Montréal, qui a pour mission d'assister et de guider les professionnels formés à l'étranger exerçant une profession réglementée par un ordre professionnel au Québec. Merci. Je vous remercie de donner la parole à la clinique aujourd'hui. Pour vous expliquer le contexte de la création de la clinique, je vais vous raconter une petite histoire et même un témoignage. Lorsque je suis arrivée au Québec il y a quelques années, comme professionnelle immigrante avocate, spécialisée en droit de l'Union européenne et pratiquant également le droit de la famille en Belgique, je ne savais pas quel droit exercer ici au Québec. Pourquoi ? Parce que le droit de l'Union européenne est, j'ai pu constater, chasse gardée de certaines grosses structures et institutions. L'était en tout cas quand je suis arrivée, peut-être que maintenant ça va changer avec l'AECG. Et le droit de la famille, j'étais confrontée à... en fait, je ne me sentais pas assez familière avec la culture de la famille au Québec, de la relation homme-femme, de l'éducation des enfants au Québec qui diffère énormément de notre culture française. Donc, en attendant ma RP, j'ai pris l'initiative de m'inscrire au cours que donnait France en droit de l'immigration à l'Université de Montréal. Et de cette heureuse rencontre est née de longues discussions sur les difficultés que auxquelles je faisais face, celles auxquelles faisaient face mes amis et mes compatriotes français ou des immigrants venant d'autres horizons pour intégrer une profession réglementée. Et l'idée de mettre en place une structure accueillante au sein de l'université est apparue. Donc c'est de cette façon, de cette rencontre qu'est née la création de la clinique juridique Profil à l'Université de Montréal. Le service de la clinique, concrètement, comment cela fonctionne-t-il ? Donc, le service de la clinique s'inscrit... J'appuie sur des trucs, je pense. Merci, oui. Donc, la clinique, l'équipe de la clinique est constituée d'étudiants en droit formés, qui sont en deuxième et ou troisième année. Il y a également un ou plusieurs avocats superviseurs et les étudiants, en fait,
seront notés. Donc, c'est un cours pratique pour les étudiants, un cours concret, pratique, de service à l'immigrant professionnel. Ils vont développer leur capacité d'écoute, leur capacité à déterminer des questions auxquelles ils devront apporter des réponses juridiques et à dans ce contexte-là, ils vont apprendre à formuler un mandat juridique et à rédiger une consultation juridique par écrit. En général, nous avons des étudiants qui viennent de différents horizons. Il y a 2 trimestres, nous avions un étudiant qui parlait mandarin, arabe. Nous avons des étudiants qui parlent l'espagnol et l'anglais. Cela permet d'être à la portée des gens qui viennent nous rencontrer. Les clients et le service de la clinique en lui-même qui vient nous voir, ce sont des immigrants professionnels qui ont l'intention d'intégrer un ordre au Québec uniquement. Voilà, donc ils peuvent venir de tous les horizons, de tous les pays et avoir la volonté d'intégrer une des professions réglementées par un ordre ici. Qu'ils exerçaient, qu'ils ont déjà exercé ou non dans leur pays d'origine. C'est un service gratuit qui s'adresse donc à ce profil de personnes. Le schéma de fonctionnement est le suivant. Lors de la première consultation, l'immigrant est accueilli par 1 ou 2 étudiants. Cette première consultation permet de récolter les informations et de définir le mandat, donc les questions auxquelles des réponses devront être apportées. Deuxième consultation, 15 jours après, en général, cela laisse le temps aux étudiants de faire la recherche et à l'avocat en supervision de les guider et d'apporter les corrections nécessaires, les corrections éventuelles si nécessaires. Et troisième rendez-vous, cela va permettre la divulgation orale des informations et des réponses. Il peut y avoir d'autres rendez-vous. Donc, si le professionnel immigrant a besoin qu'on l'accompagne pour remplir des formulaires qu'il va adresser à l'immigration dans le cadre d'une demande d'équivalence ou des formulaires qu'il va adresser à un ordre professionnel, nous l'aidons aussi à accomplir ces tâches-là s'il en a besoin. La clinique a également passé beaucoup de temps à essayer de se faire connaître auprès des acteurs de la société civile. Donc, nous sommes allés à la rencontre des centres de francisation, des associations d'aide aux immigrants et des consulats de plusieurs pays qui nous ont accueillis et qui ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme le service de la clinique. Nous pouvons aussi accompagner l'immigrant dans le cadre d'une difficulté qu'il rencontrerait pour trouver un stage, dans le cadre d'un refus de délivrance du permis d'exercice ou un autre conflit qu'il rencontrerait avec l'ordre. À date, nous n'avons pas eu l'occasion d'introduire de recours, ce qui est une bonne nouvelle. Et ce qui veut dire aussi que le travail qui est fait en amont est nécessaire et qu'il est fait avec beaucoup de sérieux de la part de la clinique, mais également de nos interlocuteurs que sont les ordres, qui accueillent, puisque nous travaillons avec eux, nous avons l'occasion de les contacter fréquemment pour demander des précisions, etc. Nous avons toujours un accueil professionnel et qui nous permet de délivrer, nous, la bonne information à notre client professionnel immigrant. Je vais vous donner des cas d'exemples concrets que nous rencontrons à la clinique. Et l'objectif de ce témoignage n'est pas de pointer du doigt quiconque, mais je crois que nous devons accepter qu'il y a des problèmes et que cette acceptation des problèmes nous permettra d'avancer ensemble vers la recherche de solutions. C'est une étape essentielle.
Et je félicite vraiment l'Ordre des travailleurs sociaux pour le travail qu'ils ont accompli, d'avoir listé les problématiques rencontrées et de s'être regroupés avec plusieurs compétences universitaires, professionnelles, pour rechercher des solutions. Je pense que c'est essentiel. Par exemple, nous avons eu une dame qui venait d'un pays hispanophone, donc je vais évidemment préserver la confidentialité des acteurs. Elle est venue en nous disant, écoutez, moi dans mon pays, j'ai été comptable pendant plusieurs années, mais j'ai également été inhalothérapeute. Elle nous a donné son contexte de vie et d'arrivée comme immigrante au Québec. Elle a 2 enfants, son mari est le principal pourvoyeur dans la famille. Elle doit travailler et elle ne peut pas se permettre de travailler la nuit en clinique. Le travail de la clinique juridique Profil a été de lui exposer les conditions, tant pour l'ordre des comptables que pour celui des inhalothérapeutes, les conditions d'accessibilité à ces 2 professions. Nous avons dressé 2 tableaux, les coûts d'accès et les délais. Grâce à cette information précise, elle a pu faire un choix éclairé. Elle a fait son choix et elle a été très reconnaissante envers la clinique. Nous avons également eu une personne originaire et native d'un pays d'Amérique du Sud également, mais qui avait fini ses études en France, qui parle parfaitement le français, qui a un diplôme d'État français et qui voulait intégrer un ordre professionnel au Québec. Cette personne s'est vue répondre que non seulement elle n'avait pas fait tout son cursus scolaire et universitaire de formation professionnelle en France, mais également qu'elle n'avait pas la nationalité française. Donc, face à ce genre de problématique-là, le travail de la clinique est de récolter les informations factuelles, donc les écrits, les diplômes, tout ce qui est relatif aux échanges d'informations avec l'ordre et de contacter l'ordre ou d'écrire à l'ordre en disant voilà la situation à laquelle nous avons affaire, comment pouvons-nous débloquer cette situation et aider cette personne à aller de l'avant. Un autre exemple, un ingénieur dont j'ai cité, ça arrive dans d'autres professions, mais un Français qui voulait intégrer un ordre ici au Québec et qui a accepté les contraintes, à savoir de passer les examens complémentaires. Malheureusement, les 2 examens qu'il devait passer avaient été programmés le même jour et à la même heure. Voilà. Donc, difficile d'accepter ce genre de situation qui existe. Alors, je veux pas, le jugement n'a pas sa place, mais comment faire pour que ces situations ne se reproduisent pas? Voilà. Hier, j'arrêterai là les exemples, mais je voudrais juste signaler, parce que je sais que les personnes concernées sont présentes aujourd'hui, que les infirmières rencontrent beaucoup de difficultés pour faire leur stage d'adaptation aujourd'hui, les infirmières étrangères. Voilà. Et que la clinique a reçu des personnes concernées et va aller de l'avant dans ce contexte problématique. En conclusion, je dirais que je reviendrai sur quelque chose que j'ai entendu hier. J'ai entendu hier que beaucoup d'immigrants qui ne réussissaient pas à intégrer un ordre professionnel repartaient chez eux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour plusieurs raisons. C'est d'abord que pour la majorité d'entre eux, repartir dans leur pays est un échec et que souvent repartir dans le pays d'origine voudrait dire faire une croix sur une évolution professionnelle et familiale.
que dans le pays d'origine dont ils viennent, ils n'auront pas l'opportunité d'exercer leur profession comme le Québec ou le Québec leur a laissé penser qu'ils pouvaient le faire. On peut pas nier cette réalité. Ces gens ne repartent pas. Je crois qu'au Québec et à Montréal, je ne sais pas si ça existe aussi dans d'autres parties du monde, mais j'ai jamais rencontré autant de chauffeurs de taxi qui étaient médecins ou autres professions, informaticiens, etc., dans leur pays d'origine. Ces gens ont décidé de rester. Ils se sacrifient pour la génération future et pour leurs enfants. Et ça, c'est, je ne veux pas généraliser, mais c'est dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain et c'est ce que la clinique, l'existence de la clinique permet de récolter ces informations-là et de pouvoir vous en témoigner. Voilà. Je vous remercie.